Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de cette matinale, on va parler de l'index senior. On parlera également de la transmission des entreprises familiales et enfin de la certification des comptes locaux. On commence tout de suite cette émission avec Olivier Picret, avocat associé chez Allen Overy, pour parler de l'index pour l'emploi des seniors. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que l'index pour l'emploi des seniors ? Alors, s'il vient à entrer en vigueur, l'index senior vise à contraindre les entreprises ayant plus de 300 salariés à calculer cet index sur la base d'indicateurs et de publier annuellement le résultat, probablement sur leur site internet. Et si elles ne le font pas, elles seraient passibles d'une amende de 1% de la masse salariale. Comment est défini un collaborateur dit senior en droit du travail ? Alors, c'est une question qui est essentielle pour comprendre les contours du dispositif, mais aujourd'hui, il n'y a pas de définition légale de ce qu'est un collaborateur senior. Pour vous donner un exemple, la DARES et l'OCDE considèrent qu'un salarié senior, c'est quelqu'un qui a entre 55 et 64 ans. Alors, on sait que dans un rapport très récent de la DARES, l'emploi des seniors, c'est 56% en France, contre 60,5% au niveau de l'Union européenne, 71% en Allemagne, 77% en Suède. Donc on a encore pas mal de travail. Mais en France, en droit du travail français, la notion de senior, elle a évolué en fait au gré des différents dispositifs législatifs. Par exemple, les accords et plans d'action seniors de 2009 prévoyaient l'âge de 50 ans pour un objectif d'embauche de seniors et 55 ans pour l'objectif de maintien dans l'emploi. Alors ensuite, ce dispositif a été abrogé, remplacé par le contrat de génération en 2013. Et là, on est passé à 55 ans pour l'objectif d'embauche et 57 ans pour l'objectif de maintien dans l'emploi. Donc on voit que c'est vraiment à géométrie variable. Mais pour l'instant, dans le projet de loi, il n'y a pas d'âge et il faudra attendre le décret. Donc on voit qu'on ne connaît pas encore le curseur de l'âge. Exactement. Alors concrètement, dans ce contexte, comment fait-on ? Alors, comment fait-on ? Déjà, il va falloir bien garder à l'esprit qu'on est sur un dispositif qui a une application différée dans le temps. D'accord ? 1er novembre 2023 pour les entreprises de plus de 1000 salariés et 1er juillet 2024 pour les entreprises de plus de 300 salariés. Donc ensuite, comment les entreprises vont faire ? Elles vont devoir prendre une photographie de leurs effectifs, calculer sur la base d'indicateurs. Probablement, il y aura un simulateur qui sera mis à disposition des entreprises comme pour l'index égalité hommes-femmes. Et ensuite, elles vont devoir publier, probablement sur leur site internet, et communiquer à l'administration. Alors, vous avez parlé d'indicateurs. Quels indicateurs pourrait-on envisager ? Est-ce qu'il y a des décrets à prévoir, par exemple ? Tout à fait. Un décret est nécessaire pour mettre en œuvre le dispositif. Alors, le projet de loi prévoit que le décret fixera les indicateurs, il fixera leur modalité de calcul, sauf si une convention ou un accord de branche étendu vient les préciser. Il précisera également la date et les modalités de communication de l'index à l'administration, la date et les modalités de publication également de l'index. Et en termes d'indicateurs, alors les bruits de couloir qu'on a pour le moment, ce serait l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, le parcours dans l'entreprise, les conditions de travail et également, bien sûr, les départs de l'entreprise et les mesures de prévention. Maintenant, il faudra voir si le décret va reprendre ou non ces bruits de couloir. Pour terminer, quelle est la suite du projet législatif qui a suscité énormément de remous, c'est peu dire ? Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs obstacles que l'index senior va devoir franchir pour pouvoir entrer en vigueur. Le premier, bien sûr, c'est l'épreuve de la rue. On voit qu'il y a beaucoup de manifestations. On a toujours à l'esprit l'exemple du CPE, le contrat première embauche de 2006, qui n'est jamais entré en application, qui finalement a été même abrogé. Voilà. Et l'autre obstacle, ça va être bien sûr le Conseil constitutionnel, qui a été saisi. 3 recours, 1 par Elisabeth Borne et 2 par 2 groupes parlementaires. Et les groupes parlementaires mettent en avant le fait que c'est un cavalier législatif. C'est-à-dire que l'index senior, en fait, n'a rien à voir avec l'objet de la loi dans lequel il s'inscrit. Donc, potentiellement, ça pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel qui a 1 mois pour statuer, ou alors 8 jours si le gouvernement décide d'accélérer un peu la procédure. Et le dernier obstacle, potentiellement, c'est le référendum d'initiative partagée. Là, c'est un projet qui a été déposé par 252 parlementaires et qui vise en fait à maintenir l'âge de la retraite en l'état actuel. Mais ça, c'est un processus qui est beaucoup plus long, qui peut prendre potentiellement jusqu'à 10 mois. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud.
Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit cette matinale et on va parler de l'étude L'art de réussir le passage du flambeau avec Nadia Nardonnet, fondatrice de Transmission Lab. Nadia, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me Alors, recevoir. Quelle est l'origine de cette étude, L'art de réussir le passage du flambeau? Ah oui, c'est un titre long et ça résulte d'une rencontre entre deux structures, j'allais dire un peu uniques, inédites, qui sont Four Talents et Transmission Lab. Alors, je vous donne deux petits mots sur Four Talents. Four Talents, c'est une structure d'investissement qui a été créée par Mathieu Leclerc, investissement de capitaux familiaux, avec pour mission d'investir dans des entreprises familiales pour accompagner la transmission et pour accompagner ou pour aider, bien évidemment, au passage de flambeau. Voilà. Et de l'autre côté, on a Transmission Lab, donc que j'ai créé il y a un peu plus de 5 ans, qui est un fonds de dotation. Donc, une structure à but non lucratif, philanthropique, on va dire, dont la mission est d'évangéliser sur la nécessaire anticipation de la transmission pour les dirigeants, pour pérenniser l'emploi, pour pérenniser les savoir-faire, pour rendre nos entreprises plus durables. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les résultats de cette étude? Alors, les résultats. Alors, je sais que vous êtes rédacteur du Monde du Chiffre, donc j'aimerais pouvoir vous donner des résultats. Je vais vous en donner quelques-uns au démarrage avant de parler de la spécificité de l'étude. Les résultats, c'est que quand une transmission est réussie, elle permet une surperformance de l'entreprise familiale, on est dans les entreprises familiales, performance qui est toujours difficile à analyser parce que quand la transmission est réussie, ben évidemment tout fonctionne bien, mais avec les entretiens qu'on a pu faire, on a vu qu'il y avait une surperformance par rapport au secteur, par rapport à la moyenne des entreprises du secteur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on a essayé de mesurer, c'est la satisfaction des parties prenantes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très à la mode, les parties prenantes, de savoir si elles sont toutes heureuses, si elles vont bien. Et en l'occurrence, ça donne effectivement quand une transmission est réussie, et vous allez me demander qu'est-ce qu'une transmission réussie, mais je vous répondrai après. Quand une transmission est réussie, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un bien-être général sur les parties prenantes que sont les actionnaires. Donc, dans le cas d'une entreprise familiale, la famille, les dirigeants, et l'écosystème, donc fournisseurs, clients et l'ensemble du secteur. Donc ça, c'est nos résultats. Et la spécificité, si je peux me permettre, de l'étude, c'est que on a travaillé sur les postures. C'est-à-dire comment on fait et qu'est-ce que ça veut dire une transmission réussie. Alors, moi, justement, quelles sont les conditions pour réussir sa transmission? Exactement. Et en réalité, c'est des conditions, je ne sais pas si on appelle ça des conditions. Nous, ce qu'on a travaillé, et ce qui était très nouveau dans l'étude, c'est on a travaillé les postures. Et les postures tant du transmetteur que celles du successeur. Et l'interaction qu'il peut y avoir entre ces deux postures qui génèrent ou pas une transmission réussie. Et en quelques mots, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 2 critères qui vont nous permettre d'analyser les postures du transmetteur. Ces 2 critères, c'est la volonté de contrôle, qui est plus difficile quand on envisage une transmission, et la présence physique. Et on va avoir par rapport à ça 4 postures importantes. Une posture bienveillante, une posture autoritaire, une posture passive ou une posture un peu ambivalente, qui est la plus complexe à analyser. Et en l'occurrence, ces postures du transmetteur font face ou vont interagir avec celles du successeur, qui lui peut être soit très déterminé à reprendre, avec une envie, avec une assurance, avec une légitimité très forte, et auquel cas, il peut y avoir des choses qui se passent très bien dans le cas d'une posture bienveillante ou très difficilement dans le cas d'une posture autoritaire, ou des repreneurs ou successeurs qui seront plus en dessous, qui auront plus un rôle de suiveur, qui seront moins en frontal par rapport à la transmission. Et dans ces cas-là, ce qu'on voit, enfin ce qui est important par rapport à ça, c'est qu'on s'aperçoit que pour le transmetteur, les 4 valeurs fondamentales qui permettent une transmission réussie ou au minimum qui donnent toutes les chances à la transmission, c'est véritablement le courage du transmetteur à se dire qu'il va anticiper, il va aller vers la transmission, il va lâcher prise. Et c'est absolument important. La confiance
qu'il va avoir dans le successeur, qu'il va avoir aussi en lui, en se disant, moi j'ai une autre vie après Bien mon sûr. entreprise. Le respect du successeur, pouvoir lui lâcher prise et lui donner les rênes. Et puis enfin, l'humilité. L'humilité de dire, j'ai fait quelque chose, mais il y a sûrement autre chose qui est envisageable et je laisse faire. Donc en fait, c'est super important. 4 valeurs et des bonnes pratiques peut-être pour réussir cette transmission. Oui, des bonnes pratiques sûrement. Qu'est-ce que je peux dire? Pour le transmetteur, je dirais que ce qui est important, c'est de dire, même, j'allais dire, d'écrire ce qu'on va faire et quand on va le faire, et puis de s'y tenir, c'est fondamental. Et puis après, d'accepter ce lâcher prise et d'accepter que c'est un autre projet qui va démarrer. Et pour le successeur, je dirais que ce qui est important, c'est sa légitimité familiale et professionnelle, et puis l'envie qu'il a. Évidemment. L'envie qu'il a. Et j'ajouterais peut-être un point, c'est sur l'écosystème une bonne gouvernance. Une gouvernance d'entreprise et une gouvernance de famille qui soit structurée et bien pensée. Bon, voilà des clés pour réussir sa transmission. Des clés pour ce livre que vous avez montré, merci beaucoup, et qui a été illustré par Étienne Appert, qui est formidable. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit cette matinale et je suis en compagnie de Danielle Lamarque, rédactrice en chef de la revue Gestion et Finances publiques pour parler de la certification des comptes locaux. Danielle, bonjour. Bonjour. Alors, la Cour des comptes a publié le bilan d'une expérimentation de 6 ans de la certification des comptes locaux de 25 collectivités territoriales. Quels sont les enseignements de cette expérimentation ? Alors, les enseignements, premièrement, c'est que cette certification est nécessaire parce que les comptes des collectivités locales ne sont ni sincères, ni réguliers. Donc, il y a un travail à faire et notamment à confier aux professionnels du chiffre cette certification. Ce constat, il a été fait par les chambres régionales des comptes et il a été fait aussi dans la première phase du bilan de la certification par les commissaires aux comptes qui ont prononcé une impossibilité de certifier pour toutes ces collectivités, sauf une, la région des Pays de la Loire. Alors pourquoi c'est important ? Parce que, en particulier dans le domaine patrimonial, la certification apporte un plus en matière de transparence, de meilleure connaissance des actifs. L'actif des collectivités locales, c'est 1 milliard d'euros. C'est 2 fois plus que celui de l'État et pour un tiers, ce sont les réseaux et la voirie. Or, on a vu déjà dans la certification des comptes de l'État et des universités que cette connaissance des actifs non seulement était difficile, mais qu'elle était indispensable à une bonne gestion. Or, on s'aperçoit que 95% des réserves prononcées par les commissaires aux comptes concernent toujours la connaissance des actifs. Donc, une certification nécessaire, utile et que la Cour recommande obligatoire pour les plus importantes collectivités, pas toutes bien sûr, mais essentiellement départements et régions, puisque bien sûr on pense toujours aux 66 000 collectivités, mais il faut savoir que 2% de ces collectivités représentent 80% des budgets de fonctionnement. Donc ça ne concernerait que les grandes collectivités. Ce que la Cour dit aussi avec beaucoup de prudence, c'est qu'il faut du temps pour se préparer à cette certification. Du temps, ça veut dire quoi ? Alors, plusieurs années, puis ça dépend aussi de l'état de préparation des collectivités, mais on peut penser qu'une période de 3 à 5 ans au moins est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord que les collectivités territoriales développent leur contrôle interne, qui est le facteur indispensable à une bonne certification des comptes. On le sait, la profession du chiffre le sait bien, puisque elle fait partie, en fait, des précurseurs de cette nécessité du contrôle interne. Un contrôle interne, d'ailleurs, que l'on voit aussi préconisé dans le cadre de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, qui est une autre grande réforme qui concerne la Cour des comptes et les chambres régionales, puisque ce contrôle interne est un outil de sécurisation, non seulement de la gestion, mais bien sûr aussi des comptes. Autre préalable aussi qu'il va falloir, les comptes des collectivités locales sont éclatés
en plusieurs entités. On compte par exemple une moyenne de 9 budgets annexes pour les métropoles et les communautés d'agglomération, c'est-à-dire pour l'eau, l'assainissement, etc. Donc, sur le plan juridique, il n'est pas interdit, il est même recommandé de procéder à cette unification, de cette consolidation des comptes. Il y a évidemment des arguments économiques qui sont de bien identifier le coût et la gestion de ces services, mais ils peuvent être résolus par des outils comme une comptabilité analytique. Donc ces préalables, bien sûr, ils vont prendre du temps puisqu'il y a tout un travail à faire par les collectivités. Ce qu'on peut voir, on peut être confiant puisque déjà dans le cadre de cette expérimentation, qui va atteindre sa 8e année, et la Cour a souhaité rendre son rapport à temps pour que le Parlement, on l'espère, puisse s'en saisir. Mais on a vu déjà dans ces années d'expérimentation que les collectivités se sont adaptées, qu'elles ont amélioré leur approche des comptes et que finalement, elles s'en trouvent plutôt bien puisqu'il y a une série d'avis positifs quand même au regard du contrôle interne, au regard de la connaissance des actifs, etc. Alors, vous êtes plutôt optimiste. Alors, plutôt optimiste, oui. Et non, puisque ces préalables sont une adaptation, une mise en forme absolument nécessaire, mais il y aura certainement des points sensibles à considérer et qui montrent en fait que l'ensemble de ces acteurs ne sont pas nécessairement d'accord sur la philosophie de la réforme. Le premier point, c'est effectivement sur cette unification des comptes. Alors, il y a tout un travail actuellement d'unification des comptes du comptable et de l'ordonnateur dans les collectivités pour aboutir à un compte financier unique. Ça, c'est acquis. En revanche, sur les budgets annexes, il y a encore des réticences, même si la juridiction administrative s'est prononcée sur cette unification. Il y a un autre point sensible qui est-ce que cette certification sera obligatoire ou pas ? La Cour invite à considérer cette obligation pour les grandes collectivités. Je pense que c'est justifié puisque le secteur public local est le seul du service public à ne pas avoir de certification des comptes. Elle est réalisée pour l'État, elle a pris du temps, mais elle fonctionne bien. Elle est réalisée pour les établissements publics, pour les hôpitaux. Donc ce sera assez logique. Ça serait logique et ça serait conforme d'abord à la Constitution, qui demande que les comptes publics soient sincères et réguliers, et puis à une obligation à la fois de bonne gestion et de transparence. Alors, la question ensuite va être de savoir quelles sont les collectivités concernées, puisque, bien sûr, il y a un peu une inquiétude sur aurons-nous une obligation, combien ça va coûter et qu'est-ce que ça représente un effort pour nous, puisque évidemment le coût de la facturation par les commissaires aux comptes va se poser pour les collectivités. Alors, on peut réfléchir aussi en fonction des seuils d'obligation, soit que l'on adopte les seuils du secteur privé, qui sont assez bas, soit que l'on adopte les seuils des établissements publics de santé, auquel cas on aurait entre 300 et 3500 collectivités concernées. Mais le principe de l'obligation semble quand même d'assez bonne gestion, puisque toutes les conclusions des certifications qui existent dans les autres domaines du secteur public sont favorables. Autre point sensible, est-ce que cela suppose une édiction de normes adoptée par arrêté et confiée à notre organisme de normalisation, la CNOCP, ou bien est-ce qu'on va rester dans le dispositif actuel des instructions budgétaires et comptables ? Il y a là une ambiguïté puisque le comptable public, actuellement, ou dans ce nouveau dispositif, serait à la fois celui qui produit les normes et celui qui en définit les modalités de contrôle. Donc il y a là une contradiction et il y a de la part des différents acteurs une réticence à passer de ces instructions budgétaires et comptables, puisqu'il y en a une, la M57, qui est supposée les réunir toutes, à un système de normes édicté par arrêté. Donc là, on voit qu'il y a une tension. Tension aussi dans des normes d'audit qui pourraient
s'imposer ou être recommandé à la profession du chiffre et qui va évidemment mettre en avant plutôt son réflexe professionnel, sa propre éthique, sa propre responsabilité. Bon, Donc, on voit que les questions sont encore nombreuses, beaucoup de Oui. points sensibles. oui, On va suivre tout ça avec intérêt. Je vous remercie pour votre éclairage. merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.